Cette histoire s'est déroulée en 2004, dans le New Jersey, aux États-Unis. Brittany Gregory est née le 1er avril 1988, à Brick, et était la plus jeune de 5 enfants. Suite au divorce de ses parents, elle a été laissée vivre avec son père, mais elle a gardé une relation proche avec ses sœurs, notamment avec Brianna, sa sœur aînée, âgée de 4 ans de plus. À l'école, Brittany s'est distinguée en tant qu'excellente élève, et ses professeurs pensaient qu'elle pourrait devenir une grande universitaire. Pourtant, son rêve atypique était de devenir scientifique en criminalistique et d'étudier les preuves des scènes de crime. Brittany adorait son rôle de Benjamin de la famille, comme l'a décrit sa mère. Elle était déçue, bien sûr, mais ne se laissait jamais abattre ni arrogante. Elle célébra son 16e anniversaire en avril en promettant à sa mère de ne pas trop s'inquiéter. Elle idolâtrait la pop queen Britney Spears et affichait des posters d'elle dans sa chambre. Elle était aussi fan de dessins animés, en particulier de SpongeBob SquarePants, et passait beaucoup de temps à regarder des émissions sur la science criminelle, une carrière qu'elle espérait poursuivre. Brittany et sa mère regardaient souvent ces émissions ensemble et discutaient de celles-ci après les diffusions. En 2004, Brittany, 16 ans, vivait avec sa sœur Brianna, âgée de 20 ans, et leur père, Joe Dunn, dans une petite maison près de l'école de Brittany, située dans un quartier de Brick. La maison de son père était la dernière de la rue et située près d'un quartier boisé. À l'époque, Brittany était en couple avec Jean Fitzgerald, 18 ans, depuis presque 2 ans. C'était un jeune homme agréable que la famille de Brittany approuvait, et leur relation semblait parfaite. Le lundi 11 juillet 2004, la mère de Brittany, Deborah, et sa sœur Brianna, s'étaient rendues dans la ville de South Stone River, située à environ 15 km de chez Brittany, pour rendre visite aux frères de Deborah et à sa femme, qui avait récemment eu une fille. À environ 8h30 du matin, Brittany appela sa mère et lui demanda si elle pouvait se rendre chez son petit ami, Jean. Sa voix semblait préoccupée, laissant entendre qu'il y avait un problème. Sa mère lui expliqua qu'elle était hors de ville et ne pouvait pas la conduire, mais précisa que sa sœur, Brianna, serait chez elle dans 1 heure pour la conduire. Brittany accepta et lui dit qu'elle attendrait. Environ 45 minutes après cet appel, Brianna essaya de joindre sa sœur, mais celle-ci ne répondit pas. Brianna pensa que Brittany dormait ou que quelqu'un d'autre l'avait conduite chez Jean. Quand Brianna rentra à la maison plus tard dans la journée, elle remarqua que Brittany n'était pas là, mais ses affaires, y compris son téléphone, étaient toujours présentes. Brianna pensait que sa sœur avait dû passer la nuit chez son petit ami, mais c'était étrange qu'elle n'ait rien dit à personne et qu'elle ait laissé son téléphone à la maison. Cela ne correspondait pas au comportement habituel de Brittany. Elle contacta alors tous les amis de Brittany pour savoir si quelqu'un l'avait vue, mais personne ne savait où elle se trouvait. Après plusieurs appels infructueux, Brianna décida d'appeler Jean. Ce dernier affirma qu'il n'avait pas vu Brittany depuis leur dernier appel téléphonique ce matin-là, et qu'il était allé à la plage avec des amis. Laurie Peterson, l'amie de leur père, qui vivait avec eux, précisa qu'elle était rentrée à la maison vers 10h dimanche soir, mais que Brittany n'était pas là. Brianna commença à se sentir de plus en plus inquiète et alla immédiatement signaler la disparition à la station de police. Initialement, les policiers ne prirent pas la disparition de Brittany au sérieux, pensant simplement qu'elle était partie de sa propre initiative ou qu'elle passait du temps avec des amis. Cependant, Brianna insista, expliquant que sa sœur ne disparaissait jamais sans prévenir. Elle convainquit finalement les policiers de commencer une enquête. Ils se rendirent à la maison de Brittany pour inspecter sa chambre et chercher des indices. Ils trouvèrent ses effets personnels, notamment son téléphone, son ID et son maquillage. Rien ne semblait suspect dans sa chambre. Les policiers interrogèrent tout le monde vivant dans la maison, éliminant l'hypothèse qu'une personne proche de Brittany soit impliquée dans sa disparition. Ensuite, ils commencèrent à chercher à l'arrière de la maison, explorant les propriétés voisines et interrogeant les voisins pour toute information. Ils notèrent que la maison était à l'extrémité de la rue, près d'une zone boisée, ce qui rendait difficile la visibilité depuis l'extérieur. Un voisin déclara avoir vu Brittany marcher dans la rue, le soir de sa disparition, alors qu'il faisait déjà sombre. Bien que cela ne parût pas particulièrement suspect, les enquêteurs notèrent cette information. Il était étrange que Brittany, une fille normalement sérieuse qui passait son temps à la bibliothèque, soit sortie si tard sans en parler à sa famille. En enquêtant davantage, Brianna mentionna que Brittany et son petit ami Jean avaient récemment eu une dispute. Le couple avait des tensions, et le jour de sa disparition, Brittany était en colère contre Jean pour être allé à la plage sans elle.
Cette information fit avancer l'enquête. Les enquêteurs décidèrent d'en savoir plus sur Jean. Ils l'interrogèrent à la station de police. Jean expliqua que leur dernière conversation téléphonique avait eu lieu le matin même de la disparition, et qu'ils s'étaient disputés à propos de sa sortie à la plage. Ils n'avaient pas parlé depuis. Jean révéla qu'il n'avait pas prévu de voir Brittany ce soir-là et qu'il ne savait pas qu'elle se rendrait chez lui. Il expliqua que la rupture de leur relation était due à une rumeur selon laquelle Brittany avait embrassé un autre garçon lors d'une fête. Bien que Jean n'ait pas vu ce baiser de ses propres yeux, il avait pris la décision de rompre avec elle et de commencer à voir une autre fille. Jean précisa qu'il avait vu Brittany une dernière fois le 10 juillet, lorsqu'elle lui avait remis une lettre exprimant son désir de se remettre ensemble. Les enquêteurs demandèrent à Jean de leur remettre la lettre que Brittany lui avait écrite. Il accepta et leur remit le document. Dans la lettre, Brittany s'excusait pour son comportement et pour avoir brisé le cœur de John. Elle lui demandait aussi de rester amis. John semblait vraiment inquiet et préoccupé de ne pas avoir de nouvelles de Brittany. La police n'avait aucune preuve liant John à la disparition de Brittany, et après qu'il ait réussi à passer un test de détecteur de mensonges, il a été retiré de la liste des suspects. Cependant, John a révélé un détail important au détective. Il a mentionné que Brittany se rendait souvent chez lui en passant par les bois derrière la maison de son père. L'histoire de la disparition de Brittany devenait de plus en plus compliquée. Les détectives commencèrent à se demander si Brittany avait essayé de rejoindre la maison de John ce soir-là, qui se trouvait à environ 1 mile de la maison de son père, à travers les bois. Il faisait déjà sombre, et elle pourrait s'être perdue ou être tombée quelque part en chemin. La police lança alors une recherche dans les bois que Brittany aurait probablement traversés. Elle avait peut-être emprunté un chemin qui débutait près de chez elle. Être dans les bois la nuit était effrayant et dangereux, et la question de savoir pourquoi une jeune fille ne semblait pas effrayée de s'aventurer dans les bois à cette heure-là était préoccupante. La recherche dans les bois dura 3 jours, mais rien ne fut trouvé. Lorsque l'enquête sembla avoir atteint un point mort, la police reçut un appel d'une femme qui avait été avec son frère dans un parc situé dans la même zone la nuit où Brittany avait disparu. L'endroit était désert, et il n'y avait qu'un véhicule, un pick-up Chevrolet aux roues distinctives. La femme remarqua ce véhicule et se souvint même du numéro de sa plaque d'immatriculation. Après vérification, les détectives découvrirent que le véhicule appartenait à Anthony Geiger, 23 ans. Afin de déterminer son lien avec la disparition de Brittany, la police examina le passé d'Anthony et apprit qu'il était l'ex-petit ami de Bobby Joe, la sœur de Brittany. Bobby Joe expliqua aux détectives qu'elle avait rompu avec Anthony 1 mois plus tôt en raison de sa jalousie excessive, et elle commença à suspecter qu'Anthony nourrissait des sentiments pour sa sœur plus jeune, Brittany. Elle avait donc décidé de mettre fin à leur relation. Les amis de Brittany se souvenaient qu'Anthony la regardait souvent de manière étrange et tentait de flirter avec elle. La dernière fois qu'ils s'étaient rencontrés, c'était l'après-midi où Anthony avait essayé de flirter avec Brittany une nouvelle fois. Les détectives commencèrent à suspecter qu'Anthony avait kidnappé Brittany et décidèrent de l'interroger. Lors de son interrogation, Anthony nia avoir eu des contacts avec Brittany la nuit du 11 juillet. Il affirma qu'il n'avait pas vu Brittany avant le lendemain, le 12 juillet, lorsque la police avait déjà commencé à rechercher la jeune fille. Il précisa qu'ils étaient simplement amis et qu'ils ne l'avaient pas flirté. Anthony ajouta qu'il avait compris que Brittany était trop jeune pour lui et qu'il la considérait uniquement comme une amie. Selon lui, il avait passé la nuit du 11 juillet chez sa nouvelle petite amie, et cette dernière confirma son alibi. Même si l'alibi d'Anthony fut confirmé, les détectives le considéraient toujours comme un suspect, car sa maison était proche de celle de Brittany. Ils revinrent sur la lettre que Brittany avait écrite à John et remarquèrent des éléments perturbants. Dans cette lettre, Brittany disait au revoir à son ami et cela faisait suspecter qu'elle pourrait avoir pris des décisions extrêmes après avoir mis fin à sa relation avec lui. Cependant, les parents de Brittany rejetèrent cette hypothèse, convaincus que leur fille était intelligente et déterminée et ne se laisserait pas abattre par la rupture avec un ami. Ils croyaient que Brittany était trop amoureuse de la vie pour envisager une telle issue. Lorsque l'enquête se retrouva encore une fois dans une impasse, la police décida de faire appel au public par les médias pour obtenir des témoignages éventuels. Des policiers d'autres régions participèrent également pour aider dans l'enquête. Les parents de Brittany prirent un rôle actif, fatigués de rester inactifs et d'attendre. Ils commencèrent à aller de porte en porte dans le quartier, mais cela ne donna aucun résultat. La police décida alors de retourner à la maison de Brittany, là où tout avait commencé, même si elle avait tenté de traverser les bois pour rejoindre son amie. Ce qui restait flou, c'était pourquoi elle avait laissé son téléphone dans sa chambre.
Est-ce que quelqu'un l'avait kidnappée directement chez elle? Si c'était le cas, connaissait-elle cette personne? Lui avait-elle accordé sa confiance? Lors d'une recherche minutieuse de la chambre de Brittany, la police découvrit un détail important, son journal personnel, dans lequel elle avait écrit une lettre à la main. Cette lettre contenait des informations cruciales pour l'enquête car elle dévoilait des aspects cachés des relations familiales. Dans la lettre, Brittany décrivait sa vie, ses relations avec ses amis et sa famille, ses difficultés, ainsi que ses rêves. Elle écrivait notamment qu'elle venait d'une famille dysfonctionnelle, qu'elle rendait visite chaque dimanche à son frère aîné en prison, que sa mère était dépendante aux drogues et l'avait abandonnée à l'âge de 9 ans. Elle avait alors été placée en famille d'accueil, avant de devoir vivre avec son père, avec lequel elle n'était pas très proche. Elle expliquait qu'elle avait beaucoup de regrets dans sa vie, mais qu'elle refusait de suivre le mauvais exemple de ses parents. Brittany voulait réussir dans la vie et réaliser son rêve de devenir scientifique en criminalistique, pour aider à résoudre les crimes. Après avoir lu cette lettre, les détectives élargirent leurs recherches et commencèrent à se concentrer sur la famille de Brittany, qui n'avait pas été considérée comme des suspects jusqu'alors. Ils commencèrent à interroger chaque membre de la famille et découvrirent qu'une salle de massage illégale opérait à l'extérieur de la maison où Brittany vivait. Laurie Peterson, une amie du père de Brittany, servait des hommes différents tous les jours, mais tous les voisins savaient qu'elle ne faisait pas de massage traditionnel. Elle fournissait des services intimes pour de l'argent. Beaucoup de gens étaient au courant, et Laurie elle-même ne le cachait pas, distribuant ses cartes d'entreprise autour du quartier. Les voisins rapportèrent aussi que des personnes suspectes se rassemblaient fréquemment à la maison du père de Brittany, utilisant des substances illégales. Pour la police, cela indiquait une atmosphère dysfonctionnelle dans la maison de Brittany. Des hommes différents, la plupart desquels Laurie ne connaissait pas, venaient régulièrement pour ses services. Il était possible qu'un de ses clients ait enlevé Brittany de la maison. Plus de 100 policiers commencèrent à travailler pour identifier toutes les personnes qui étaient allées à la maison de Joe Dunn ces derniers mois. C'était une tâche difficile, mais une semaine après la disparition de Brittany, le 18 juillet, la police annonça l'arrestation d'un suspect. La famille de Brittany fut choquée par les nouvelles, étant donné qu'elle avait été signalée disparue, mais que son corps n'avait pas été retrouvé. Lorsque la photo du suspect fut montrée à la télévision, la mère de Brittany, Deborah, le reconnut immédiatement. Il s'agissait de Jack Fuller Jr., un homme de 38 ans, ami de longue date de la famille, qui avait assisté à toutes les réunions familiales et était proche d'eux depuis 20 ans. Sa fille avait même été fiancée à l'enfant de Brittany, incarcéré en prison. Deborah était stupéfaite. Pourquoi avait-il été arrêté et accusé de meurtre alors que le corps de Brittany n'avait pas été retrouvé? La famille ne pouvait croire que Jack puisse être impliqué, car ses enfants étaient proches de Brittany. Ils espéraient toujours que Brittany soit en vie. Fuller, un criminel récalcitrant, avait menacé ses voisins à plusieurs reprises durant sa vie adulte. Selon les enregistrements et les témoignages, il avait brûlé des voitures, des maisons et des jardins, utilisé et vendu des drogues, menacé un homme avec une batte de baseball, lutté avec la police et menti sur son identité après avoir été arrêté pour conduite en état d'ivresse. Il avait été arrêté plus de 10 fois au cours des 10 dernières années. Il avait purgé des peines de prison pour des violations liées à la drogue et à la libération conditionnelle. Selon ses voisins, beaucoup de ces crimes avaient été ignorés car les gens avaient peur de lui. La dernière fois qu'il avait été jugé, il avait été condamné à 5 ans et demi de prison et libéré 1 an avant la disparition de Brittany. Les parents de Brittany pensaient qu'ils pouvaient emprunter de l'argent ou de l'or pour acheter des drogues, mais ne croyaient pas qu'ils puissent faire du mal à leur fille. Après l'arrestation de Fuller, il devint clair comment la police l'avait lié à la disparition de Brittany. Tout a commencé par un appel reçu à la station de police. L'appelant expliqua qu'il avait rencontré Jack quelques jours avant, et que ce dernier lui avait parlé de la douleur qu'il ressentait après avoir enterré la tête de Brittany dans le sol. Jack lui aurait assuré que l'endroit où il avait caché la tête était introuvable et lui avait demandé combien de temps la tête devait être enterrée pour que les animaux ne puissent pas la détecter. La police invita l'informant à la station et lui suggéra de porter un appareil d'écoute pour rencontrer Jack et lui poser des questions sur le meurtre. Lors de la rencontre, Jack confia avoir enterré la tête de Brittany dans un endroit reculé et précisa que celle-ci ne serait jamais retrouvée. Bien qu'il ait avoué le meurtre, il ne mentionna jamais le nom de Brittany. De plus, Fuller déclara qu'il devait tuer une autre personne qui en savait trop, en désignant son ami Tommy, qui ne pouvait entendre ses propos. Les détectives étaient convaincus que Tommy savait quelque chose de crucial pour l'enquête, ou que Jack souhaitait le tuer. Ils allèrent interroger Tommy, mais il refusa de coopérer, affirmant ne rien savoir.
Les détectives savaient qu'ils mentaient. Pour prouver leur point, ils diffusèrent une conversation enregistrée où Jacques disait vouloir tuer Tommy parce qu'il savait trop de choses. Tommy, réalisant qu'il était en danger, décida de coopérer avec la police. Il leur expliqua que la nuit où Brittany disparut, lui et Jacques avaient roulé dans le quartier en fumant. Ils s'étaient arrêtés devant la maison de Brittany et Jacques avait décidé d'entrer pour parler à son père à propos de certaines choses. Lorsqu'il entra dans la maison, il n'y avait que Brittany. 5 minutes plus tard, Jacques revint dans la voiture, avec Brittany, qui s'était installée à l'arrière. Selon Tommy, il était confus et demanda ce qui se passait. Brittany ne répondit pas et baissa son regard. Jacques lui expliqua qu'il emmenait Tommy chez lui, mais lorsque ce dernier sortit de la voiture, Brittany, qui était assise à l'arrière, sortit aussi et s'installa à l'avant. Ensuite, Jacques et Tommy partirent. Le lendemain, quand ils se rencontrèrent à nouveau, Jacques n'évoqua pas ce qui s'était passé la veille. Ils s'arrêtèrent à un endroit où Jacques nettoya sa voiture à l'intérieur et à l'extérieur. Cela parut étrange, car il n'avait jamais fait cela auparavant. L'attendant pendant le nettoyage, quelqu'un se moqua de lui, mais Jacques, en colère, lui ordonna de s'occuper de ses affaires, menaçant de lui nuire. Tommy expliqua que, lorsqu'il apprit la disparition de Brittany, il se demanda directement ce que Jacques faisait avec elle. Jacques, devenu très en colère à cette question, lui répondit qu'il avait emmené Brittany chez lui, mais qu'il ne voulait pas en parler davantage sous menace de violence. Tommy, suspectant que Jacques avait emmené Brittany dans les bois pour la violer, pensa que ce dernier avait l'intention d'utiliser les services de Laurie ce soir-là, mais qu'elle n'était pas à la maison. Les détectives se rendirent vite compte que Jacques pouvait être la clé de l'enquête. Lorsqu'ils arrivèrent chez lui pour l'arrêter, Jacques tenait une canne à gasoline dans les mains, et il semblait prêt à incendier sa voiture. Était-ce pour détruire des preuves? C'était très probable. Pendant la fouille, de l'eau fut retrouvée dans la voiture et les détectives découvrirent qu'il s'agissait bien de l'eau de Brittany. Après que Jacques ait visité un car-wash après avoir passé du temps avec Brittany, la police se rendit sur place et saisit la canne à gasoline utilisée par Jacques. Les tests effectués mirent en évidence des particules de sable collées à l'intérieur de la canne, et après analyse, il fut confirmé que l'eau provenait bien de Brittany. Malgré ces preuves accablantes, Jacques ne confessa pas le meurtre de Brittany et refusa de parler d'elle. Les détectives interrogèrent les amis de Jacques, et beaucoup d'entre eux étaient convaincus qu'il était capable de commettre un meurtre. Jacques avait une réputation d'homme prêt à tout pour obtenir ce qu'il voulait. Il n'avait pas de travail stable, mais pourtant il semblait toujours avoir de l'argent. Lors de l'enquête, un policier raconta qu'il avait vu un véhicule stationné près des bois, la nuit où Brittany disparut. C'était la voiture de Jacques. Au moment de l'observation, la disparition de Brittany n'avait pas encore été signalée. Lorsque l'officier approcha de Jacques, ce dernier lui expliqua qu'il cherchait son chien, qui s'était perdu dans les bois. Les détectives concentrèrent leur enquête sur l'endroit où Jacques avait été vu, et plusieurs unités de recherche, incluant des chiens policiers, des hélicoptères et des volontaires, furent mobilisées. Malheureusement, la recherche n'apporta aucun résultat tangible. Les enquêteurs spéculaient que Brittany était peut-être allée à la maison de son petit ami ce soir-là, désespérée. Mais, au lieu de la conduire là-bas comme elle le lui avait demandé, Jacques l'aurait emmenée dans les bois où il l'aurait violée et tuée. Cependant, la clé de l'affaire résidait dans la découverte du corps, qui était encore introuvable. Un autre témoin se manifesta auprès de la police, une ancienne toxicomane, qui avait été gardée captive par Jacques pendant plusieurs mois avant de s'échapper. Cette femme connaissait Jacques et savait tout de ses habitudes. Elle révéla qu'il l'avait emmené à un endroit proche d'une ligne de puissance, un lieu qu'il avait décrit comme idéal pour y cacher un corps, où personne ne pourrait jamais le retrouver. D'abord incrédule, la police posa des questions à la femme et elle leur confirma que l'endroit en question se trouvait à Lakewood, sur un sol sableux. Cela rappela aux enquêteurs un informant qui leur avait parlé précédemment de la difficulté que Jacques avait eue à cacher un corps dans un sol sableux. Les autorités se lancèrent alors dans une nouvelle recherche à cet endroit. Bien que les premiers jours de fouille n'aboutirent à rien, les tests effectués sur la poussière de l'aspirateur de Jacques et celle du sol trouvèrent une parfaite correspondance. Plus de 100 personnes par jour participèrent à la fouille. Et enfin, le matin du 27 juillet 2004, 15 jours après la disparition de Brittany, son corps fut retrouvé par 3 policiers canins dans la forêt de New Jersey, à 3 km seulement de la maison de Brittany. Le corps de Brittany, décomposé par le temps, était enterré dans un trou, et un collier portant son nom fut retrouvé autour de sa tête. Les détectives savaient instantanément qu'ils l'avaient retrouvé. L'autopsie révéla que la cause de sa mort était la strangulation,
mais aussi un traumatisme crânien. Cependant, le médecin légiste expliqua que, bien que le trauma à la tête fût important, il ne s'agissait pas de la cause principale du décès. Le corps de Brittany ne montrait pas de signes évidents d'agression sexuelle, mais la possibilité d'un viol n'avait pas été exclue. Jacques Fuller plaida coupable à un meurtre de deuxième degré, bien qu'il ait initialement nié son implication dans la mort de Brittany. La famille de Brittany, quant à elle, décida de ne pas réclamer la peine de mort pour Jacques, car ils estimaient que cela aurait été trop facile pour lui. Ils préféraient qu'il passe le reste de sa vie en prison, souffrant et regrettant ses actes. Jacques Fuller expliqua à la cour que Brittany l'avait supplié de l'amener chez une amie. Selon lui, elle avait réagi violemment lorsqu'il avait voulu fumer une cigarette et l'avait empêché de le faire. En dépit de son récit, la police ne le crut pas, notamment à cause des preuves médico-légales qui montraient que la cause du décès était bien la strangulation et non les coups de poing qu'il avait prétendu lui donner. Après avoir été condamné pour meurtre au premier degré, Jacques Fuller reçut une sentence de 30 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans.